Bonsoir à vous explorateurs. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui est le produit d'une campagne Ulule dont je remercie chaleureusement tous les contributeurs. Merci à eux car sans eux, ce beau projet n'aurait pas pu voir le jour. Sur ce, bon visionnage à vous. Le 8-71-850 M41, soit à partir d'une date sourcée d'une précision de plus de 10 ans le 71e jour rapporté sur une base 1000 de la 850e année du 41e millénaire, toutes les communications astropathiques de routine avec le centre de recherche Beta Amphélion 4 cessèrent. Je soupçonne donc le centre d'avoir été le théâtre d'activités proscrites ou hérétiques de la part de quelques éléments radicaux de l'Abdetus Biologis. Ainsi, en raison de ce risque, les forces suivantes vous ont été assignées. Le 266e régiment de troupes de choc cadiennes, ainsi que l'unité spéciale D-99, issue des restes du 99e régiment de parasélysiens, que l'on a modifié chirurgicalement et génétiquement pour résister à la douleur et aux agents pathogènes de Xeno. Le Magos Biologis Arton vous sera aussi détaché pour la durée de cette mission. Une demande a été faite à la barge de bataille The All Spain du chapitre des Red Scorpions de l'Abdetus Astartes, qui ont approuvé notre requête. Ceux-ci vous mettront donc à disposition une force de frappe pour cette opération. Vous devrez pour cela embarquer au plus vite pour le système Amphélion, situé dans le segmentum Tempestus, à bord du cargo banalisé le Cépestus, afin que la mission puisse commencer au plus tard le 8-200-850 M41. Je vous transmets aussi les relevés de l'exploritas du système, et en particulier celle du 4e satellite de Beta Amphélion, nommé Beta Amphélion 4, le lieu de votre mission. Je vous conseille de l'étudier attentivement, car toutes les informations disponibles y ont été ajoutées. L'environnement extrêmement hostile de l'astre invite à la prudence, la température moyenne oscillante entre -2 et 4 degrés, avec de fortes variations localisées en raison de sa position. Car ce satellite orbite autour d'une géante gazeuse et ne reçoit donc pas directement la plupart du temps le rayonnement solaire. Celui-ci étant plutôt réfléchi depuis la planète mère, ce faisant, lorsque l'ellipse orbitale l'expose à la lumière directe du soleil, les températures peuvent alors grimper pour atteindre 5 à 10 degrés. Mais inversement, lorsque cette planète s'éloigne, les températures chutent alors bien en dessous de zéro. Pendant cette période, un humain non augmenté ou sans équipement de protection adapté ne peut espérer survivre. 70% de la surface de cette lune est recouverte par des marais d'ammoniac peu profonds, issus de l'activité géothermique sous-marine de cet astre. Ceux-ci rejettent des gaz surchauffés riches en azote et en hydrogène, hautement fertilisants, permettant ainsi la présence d'une riche vie végétale, pareille à une jungle qui diffère toutefois de celles habituelles par son aspect sombre, les plantes, dénuées de feuilles, étant principalement brunes, noires et grises, ce qui donne l'impression au premier coup d'œil d'avoir affaire à des arbres morts ou en cours de décomposition. Mais en réalité, ils sont incroyablement robustes, capables de résister à toutes les variations de température que subit cet astre. Ces fluctuations importantes de chaleur transformant ainsi l'ammoniac liquide des marées en gaz qui, lorsque la température baisse, se mélange aux vapeurs atmosphériques pour former un épais brouillard à l'odeur âcre, qui peut mettre des jours à se dissiper. Dans celui-ci, les concentrations d'ammoniac atteignent régulièrement des valeurs toxiques, et une exposition prolongée peut y entraîner la mort par une insuffisance respiratoire. D'après les données, la surface de la Lune est dominée par un centre de recherche avec de vastes zones entourées par un réseau de générateurs de champs de force. Ces zones de confinement sont les sites des principales expériences réalisées sur cette base, l'ensemble de ce réseau de confinement étant lui géré depuis le complexe de contrôle alimenté par une série de génératoriums. Par la clémence de l'empereur, le Cépestus nous a délivrés sains et saufs des périls de l'Empyréen jusqu'au système d'Amphélion. Et malgré des tentatives répétées, le navire n'a pas réussi à entrer en contact avec le complexe de contrôle. J'en conclus donc que l'installation n'est plus habitée ou s'est entièrement rebellée. Toutefois, mes lectures du tarot de l'empereur m'indiquent que nous ne trouverons pas de survivants. Ainsi, par mesure de précaution, nous traiterons la Lune et tous ses occupants comme étant extrêmement hostiles. En collaboration avec le commandant Kuln de l'Abdetus Astartes, les vétérans de la première compagnie de Red Scorpions équipés d'armure Terminator
auront pour mission de sécuriser le complexe le temps de l'arrivée du détachement D-99 commandé par le Major Doura, puis les Cadiens du 266e, le Magos et moi-même. Je pense aussi que cette opération ne durera pas plus longtemps que votre plan initial de 2 jours. Ainsi, pendant ce temps, le Céphistus a reçu l'ordre de se retirer aux confins du système. La base blindée des Terminator Red Scorpions descendit de la rampe avant du Thunderhawks dans l'obscurité froide de Beta en Phélion 4. Les projecteurs intégrés dans leur armure peinant à percer le brouillard omniprésent. Escouade Rome, déployez-vous vers la droite. Escouade Raël, déployez-vous vers la gauche. Escouade Darak, avec moi. Ordonna le commandant Kuln. Les 3 escouades sortirent les unes après les autres pour se diriger vers l'entrée du complexe. Tout y était silencieux, immobile. La base semblait être déserte, aucune lumière ne brillait, aucune machine ne ronronnait ni ne vromissait. L'entrée demeurait scellée, l'esprit de la machine qui l'animait muet. Ainsi, dans un grondement furieux, le sergent Darak enclencha son poing tronçonneur, dont les lames d'adamantium se mirent alors à attaquer avec avidité le blindage. 4 secondes, 5, 6 secondes s'écoulèrent ainsi, tandis que le sergent ouvrait une nouvelle entrée pour son escouade. Dans un bruit métallique retentissant, la porte tomba vers l'intérieur, révélant un couloir plongé dans la nuit. L'escouade Darak, avancez. Frère Dine, prenez le contrôle. Et sans un mot, l'escouade avança. Le canon d'assaut de Frère Dine s'engouffrant par la porte encore fumante, suivi du reste de son escouade en file indienne. Le couloir était juste assez large pour accueillir une seule de ces imposantes armures à la fois. Prudemment, en vérifiant chaque recoin, ils progressèrent dans ce dédale, avec l'aisance acquise au cours de décennies de combat. Privée d'énergie, chaque porte dut être brutalement défoncée, sans que rien ne bouge. L'Opex, intégré dans l'armure du sergent Terminator, demeurait toujours vide, aucun contact ne s'y affichait. Les 3 escouades s'enfoncèrent alors plus profondément dans le complexe, jusqu'à ce que le commandant Kuln et Darak ne localisent le centre de commandement. Y vérifiant la pureté de l'air, Kuln annonça « L'air est dans les limites du respirable », et ajoutant la parole aux actes, il retira son casque. Celui-ci était froid et humide, avec un léger goût d'ammoniac. Son commutateur se mit alors à crépiter. À toutes les escouades, Rome, secteur de la garnison sécurisé, aucun contact, messine de combat. Les portes anti-explosion ont été scellées, dégâts importants, traces de dégâts corrosifs. Il y a eu des combats ici, mais aucun corps. Terminé. Kuln Raël, sergent, confirmez votre position et statut. Commandant, nous avons ratissé les niveaux inférieurs. Aucun contact. Installation déserte. Escouade en attente. Terminé. Confirmez Rome. Sécurisez le périmètre. Raël, regroupez-vous au centre de commandement. Nous n'avons eu aucun contact avec le personnel de l'installation et le complexe de contrôle s'est lui avéré désert. Toute alimentation électrique ayant été coupée, y compris le réseau de génératorium. Il y a toutefois plusieurs signes de combat, mais là encore aucun corps, et l'installation, elle, demeure intacte. J'ai donc donné l'ordre à tous les commandants de la garde impériale de commencer leurs opérations de débarquement, avec en priorité celle du détachement D-99. Le capitaine Mordin du Céphistus supervisera lui les opérations de déchargement. J'ai aussi chargé mon équipe de trouver tous les plans détaillés de l'installation, car certains aspects de notre localisation m'échappent encore, et la planification de mes opérations ultérieures dépendra de ces plans. Le Magos Arton a lui récupéré le datacore du centre de commandement dont il m'a transcrit un court résumé que je partage avec vous. Depuis l'an 745 du 41e millénaire, la menace que représentent les flottes tyranides n'a cessé de croître, entraînant des pertes considérables et mettant à rude épreuve les vastes ressources du département Minitorum dans toutes les régions touchées. Nos premières projections indiquent que si de telles pertes continuaient, la situation serait intenable dans le futur. Les tyrannides doivent être stoppés, sinon les conséquences pour le règne de l'Imperium dans tous les segmentum pourraient être désastreuses. Il est donc nécessaire de trouver des moyens efficaces de vaincre cette menace, et la base d'Amphélion a été créée spécifiquement dans ce but. Ce centre de recherche secret ayant pour objectif d'étudier le matériel génétique des tyrannides et leur capacité évolutive dans un milieu contrôlé,
afin de trouver les meilleurs moyens d'interférer avec leurs capacités adaptatives, notre rôle étant de fournir de nouvelles technologies d'armes biologiques anti-tyrannides, et nos premiers résultats positifs ont conduit au développement des acides mutagènes, désormais déployés dans les bolters Hellfire de l'Abdetus Astartes. Pour ce faire, une grande partie de la Lune a été réservée à ces recherches. On y trouve donc 3 laboratoires principaux et un complexe de contrôle ainsi qu'un réseau de génératorium dont le rôle est d'alimenter de grands champs d'énergie enveloppant des pans de la Lune, afin de fournir des zones de confinement pour les expériences que l'on a nommées Alpha, Beta et Oméga. Je perçois désormais le danger potentiel auquel mes forces et moi sommes confrontés. Une action rapide est donc nécessaire pour nous sauver si, comme je le soupçonne, les tyrannides sont bel et bien présents sur cette Lune. Avec les informations à ma disposition, mes priorités sont les suivantes. D'abord, réactiver les barrières de confinement qui représentent notre meilleure défense contre l'ennemi, une mission qui sera confiée au détachement D99. Ceux-ci opéreront pendant que les Red Scorpions commenceront à sécuriser les laboratoires. Puis une fois la zone purgée, les Cadiens investiront les lieux, les occupant le temps que le Magos puisse collecter toutes les informations possibles. Au total, je prévois que chaque opération ne durera pas plus de 8 heures, soit un total de 24 heures pour se rendre maître de l'ensemble des bases, ce qui nous laissera encore 24 heures de plus pour récupérer toutes les données possibles. Après ce délai, j'abandonnerai bien volontiers Beta en Phélion 4 à son triste sort, en la soumettant à un exterminatus afin de priver les Xénos de futures ressources. Raël, contact, mouvement ennemi à 200 mètres en approche. Rome, je confirme, commandant, le contact se rapproche rapidement. Ennemi au front, toutes les escouades se mettent en manœuvre d'engagement, ordonna le commandant Colne. Et avant même qu'il n'ait terminé son ordre, le sergent Darek était en mouvement, ses hommes juste derrière lui. Puis à travers le réseau de communication, tous entendirent le bruit familier des Bolter Storm ouvrant le feu, suivi du bruit sourd distinctif des obus lancés quelques secondes plus tard, et celui du craquement des explosifs qu'elles contenaient. Raël, je les vois, commandant. Identification correspondante à des Genestealers. Approche à 100 mètres à l'est. Nombre inconnu. Pour l'empereur! Et associant la parole au geste, les bruits de combat se mirent alors à résonner dans le com. L'escouade Raël déclenchant un véritable rideau de feu sur les tyrannides, déchiquetant sans distinction tant la forêt que les Xénos, un carnage qui ne dura pas plus de quelques secondes. Raël, cible éliminée, on se replie vers l'arrière. Rome, plusieurs contacts, escouade au combat. Ce fut alors à leur tour d'être chargés par les Genestealers, les forçant eux aussi à se replier vers le laboratoire. Et face à cette nouvelle menace, Kuln organisa les 5 frères de son escouade pour couvrir toutes les entrées du bâtiment. Ainsi, à l'entrée ouest, frère Dine observa lui le sombre couloir s'emplir de créatures dont les griffes frappaient depuis l'extérieur, déformant le plastacier et y creusant d'énormes fissures dans lesquelles s'engouffraient toujours plus de bêtes. Enclenchant son canon d'assaut, les 6 canons se mirent alors à tourner frénétiquement, au point d'en devenir flous, aspergeant le couloir d'une pluie de balles qui transforma le premier Genestealer en une fine brume de sang et d'icor. Puis le deuxième, le troisième, le quatrième moururent également, toutefois inconscients du destin funeste qui les attendait, toujours plus arrivé. Tirant sans relâche, Dine vit son compteur de munitions peiner à suivre le rythme, les runes de son casque passant rapidement du vert à l'orange puis au rouge tandis que les balles s'épuisaient. Il lui restait désormais moins de 50 cartouches et le flot lui ne s'était pas arrêté. Activant son point tronçonneur, il se tenait prêt à vendre cher sa peau. Mais en un instant, tout s'arrêta. Les Genestealers avaient disparu. Avaient-ils compris qu'il n'y avait aucune issue, sauf leur propre destruction? Ils ne savaient le dire, mais une chose était sûre, ils frapperaient ailleurs. Pendant ce temps, dehors, les escouades de Raël et de Rome se frayaient un chemin vers le complexe, avançant aussi vite que leurs imposantes armures le leur permettaient. Mais dans cet environnement dégagé, leurs réflexes affûtés peinaient à lutter contre les griffes et les crocs de ces formidables machines à tuer. Le sergent Rome était déjà en prise avec 4 de ses Xénos, son poing tronçonneur fracassant leurs os, les faisant éclater comme des fruits trop mûrs. Mais un autre Genestealer réussit en un bond à le renverser, et seule l'aide de frère Valjack permit au sergent de s'extirper de cette bête. Les 5 commençaient à les encercler. Griff et Gros se rapprochaient dangereusement d'eux, jusqu'à ce qu'un Xéno réussisse à planter sa griffe directement dans la visière de Valjack, lui fracassant la pommette et lui arrachant la chair. Désorienté par cette blessure, son casque commença à se remplir de sang, et un second coup dévastateur finit de l'aveugler. Tombant au sol, il tira frénétiquement avec son Bolter Storm, mais les Genestealers étaient sur lui. Blessé et désorienté, ils se mirent à le déchiqueter sauvagement.
Non loin de là, les tyrannides submergèrent également le sergent Rome sous une pluie de coups qui fissura bientôt son armure et le plaqua au sol. Sur l'écran de son casque, le commandant Kuln observait les données biométriques de ses frères cesser d'émettre. Les 2 premières victimes de cette mission. Et malgré ces pertes, les Terminators se regroupèrent sous le commandement de Kuln et organisèrent une défense acharnée, repoussant les Xénos jusqu'à l'orée de la forêt. Et après le vacarme de la bataille, le silence retomba. Au total, 2 frères étaient morts et 4 blessés, dont un grièvement. Des chiffres qui força le commandant à appeler le reste de sa force et en quelques minutes, les Thunderhawks émergèrent des lourds nuages d'ammoniac pour atterrir et libérer plusieurs escouades de Space Marine et leur Dreadnought, nommé le frère Allard. Puis derrière eux suivaient les Rhino et Razorback, une force conséquente car nul ne connaissait réellement la taille de l'armée Xéno. Une course contre la montre était maintenant engagée. Il devait tenir le temps que la D-99 ne rallume le génératorium et avec lui le champ d'énergie. Pendant que les Space Marines commençaient leurs opérations de recherche dans les complexes de laboratoire, il était vital que le réseau de communication soit réactivé, car personne ne savait combien de tyrannides pouvaient se cacher dans les marais et les forêts, bien que Locke ait estimé qu'il y en avait probablement peu, la Lune n'abritant qu'un petit nombre d'échantillons initialement. Mais même ainsi, sans les dômes d'énergie, Beta Amphélion 4 pouvait devenir un piège mortel pour quiconque se trouvait à sa surface. Ainsi, l'Inquisiteur avait-il ordonné aux troupes de la D-99 de veiller à ce que le réseau électrique soit redémarré. Chaque peloton serait donc chargé de capturer un génératorium, accompagné pour cela d'un serviteur spécialement programmé pour cette tâche. Une fois atterris, les hommes avanceraient sous la protection d'une Vultour, afin de parer à toute éventualité. Ainsi, après un bref briefing, les 4 pelotons décollèrent, rapidement avalés par l'obscurité grandissante. Volant bas et lentement, au-dessus de la canopée, les Valkyries finirent par arriver à leur destination. Puis les hommes descendirent en rappel et commencèrent à encercler chaque génératorium, bientôt rejoint par un escadron de sentinelles. Pour le lieutenant Jouref, en charge de l'assaut sur le génératorium numéro 4, quelque chose n'allait pas. Il le sentait en son fort intérieur. Ainsi, pendant que les serviteurs se dirigeaient vers le bâtiment, il scrutait avec attention la nuit d'encre qui l'entourait. Dans son casque, il entendait les communications des pilotes, des équipes et celles du major Doura depuis le centre de commandement. Et tous sentaient que quelque chose se préparait. Pour l'instant, tout était clair, leur casque leur indiquait que l'air était sans danger, même si beaucoup le conservaient toutefois afin d'éviter le plus possible cette atmosphère nocive. Un périmètre défensif venait d'être mis en place, tandis que les sentinelles et la Valkyrie attendaient patiemment autour du bâtiment. Puis un cri perça les ténèbres, résonnant entre les arbres et les lianes, pour s'étendre dans un gargouillis étranglé. Le réseau com s'anima alors de façon effrénée. Les tyrannides étaient sur eux. Le staccato des canons laser se mit alors à tonner, et le lieutenant Jouref appela son opérateur Vox pour déclencher l'appui aérien. Ces hommes étaient attaqués, mais nul ne savait où ou par quoi. « Faites-moi sauter cette putain de porte », ordonna-t-il en indiquant l'entrée du bâtiment. La porte scellée résista un peu, mais elle se transforma en un amas de métal fondu au bout d'une quinzaine de secondes d'effort. Puis, ce qui est resté s'effondra dans un bruit retentissant. Et avec urgence, lui et ses soldats s'enfoncèrent à l'intérieur, les faisceaux de leurs torches vérifiant chaque recoin à la recherche d'un ennemi caché. Cependant, en un instant, une explosion de mouvement et le sifflement d'une griffe s'abattit sur l'un d'eux à une vitesse surhumaine. Le soldat devant Jouref se mit alors à hurler et disparut dans les ténèbres. En réponse, tous les membres de l'escouade canardèrent le couloir sans savoir s'ils avaient touché quoi que ce soit. Une chose bougeait, ils en étaient sûrs, mais ils étaient incapables de la voir. Dans un rugissement d'air surchauffé, le fuseur de l'escouade frappa ce qui se cachait dans l'obscurité, la transformant en un amas d'icors surchauffés. Jouref alluma alors une fusée éclairante et la lança pour révéler la scène. Ils avaient été pris en embuscade par un lictor dont les restes fumants siégeaient aux côtés du garde-mort. Un spectacle qui dégageait une puanteur nauséabonde. Indifférent à cette horreur, le serviteur lui se dirigeait vers la console et se mit rapidement au travail, se connectant à de multiples câbles et commençant à réactiver des panneaux autrefois silencieux. Dehors, la bataille battait son plein, l'aéronef Voltour déchirant la jungle en contrebas de ses canons et de ses roquettes, alors que les Parasélisiens luttaient avec acharnement contre les ombres qui avaient déjà prélevé la vie de 2 d'entre eux. Puis ce fut au tour des Gontes de surgir, bondissant de l'obscurité. Bien que fauchés avec avidité par les impériaux, les survivants, indifférents à leur sort, se précipitaient à leur suite,
dans une masse grouillante de griffes et de carapaces. Un combat brutal débuta, mais les soldats de la D-99 avaient déjà combattu contre les tyrannides et savaient donc à quoi s'attendre. Ici, pas de quartier, pas de repli tactique ou de reddition, juste la mort à donner ou à recevoir. Des gardes avec moins de volonté auraient peut-être cédé, se seraient même enfuis effrayés, mais eux, ils tuaient et tuaient encore, soutenus par la vautour jusqu'à ce que la marée ne cesse d'affluer, et que le serviteur n'achève sa tâche en redonnant vie à la centrale électrique. Programmation terminée. 2 mots qui sonnèrent avec réconfort aux oreilles de Jouref. C'était tout ce dont il avait besoin. À toutes les escouades, évacuation immédiate. Je répète, évacuation immédiate. Surgissant des jungles, les survivants, marqués par les combats dont certains traînaient des blessés graves, se dirigèrent alors vers les Valkyries sous le couvert des sentinelles. La mission était un succès, et les uns après les autres, les génératoriums furent tous réactivés. Mur infranchissable pour les Xénos. Nous avons réactivé avec succès les clôtures de confinement, tous les génératoriums fonctionnant désormais et une garnison de Cadiens est postée dans chacun des sites afin de les sécuriser. Dans la zone du laboratoire Delta, les Red Scorpions ont nettoyé le complexe et la 4e compagnie de Cadiens est maintenant en route pour y établir une garnison. La résistance y a été intense, mais le commandant Kuhn y a montré toute la bravoure qui caractérise l'espèce marine. Les gardes désormais déployés sur toute la surface ont établi un solide périmètre défensif autour du complexe de contrôle. En cas de rupture du confinement, ils seront notre meilleure ligne de défense. Je suis maintenant convaincu que la situation est maîtrisée. De plus, 2 compagnies supplémentaires de Cadiens se préparent à occuper les zones Alpha et Theta dès que le commandant Kuhn aura signalé les sites comme étant nettoyés. Vous trouverez ci-joint les découvertes réalisées par le magos biologiste Harton d'après les informations récupérées du datacore 7520-984, en espérant que leur lecture puisse éclairer vos doutes sur les raisons du silence de cet astre. Il semblerait que le projet Beta Amphelion 4 fut un succès, du moins au début. Dans les zones de confinement, les tyrannides avaient été autorisés à se développer et quelques échantillons expérimentaux avaient été relâchés et observés. À la surprise générale, leur nombre avait rapidement augmenté, se diversifiant à une vitesse étonnante. Pire, la flore locale avait elle aussi été affectée, présentant de nouvelles formes telles que des épines venimeuses ou une croissance accélérée. Dans la zone de confinement alpha, les vignes avaient poussé avec une telle vitesse autour des générateurs de clôture qu'on avait dû les abattre au lance-flammes afin d'éviter tout dommage. De même, dans cette zone, les tyrannides avaient initialement fait preuve d'une agressivité débridée. De petites créatures attaquant sans relâche les clôtures pouvaient être à chaque fois repoussées. Lorsque l'on préleva un échantillon sur ces cadavres, on se rendit compte que de petites ailes étaient en train de pousser, contraignant ainsi toute la zone à être purifiée par mesure de précaution. À ce moment-là, plus de 200 créatures furent recensées pour un échantillon initial de seulement 3 spécimens. Dans la zone bêta, peu de créatures furent observées. Celles-ci semblaient être en dormance, comme dans l'attente d'un événement déclencheur. De même, la zone oméga demeurait elle aussi silencieuse jusqu'à ce qu'une défaillance catastrophique de la clôture, dont la cause reste inconnue, ne permette aux spécimens de s'échapper. Ceux-ci semblaient attendre l'horreur avec précaution, car tous apparurent soudainement en masse pour se jeter sur les défenseurs du laboratoire, y tuant tout le personnel. Réception impossible. Ceci est un message automatique. Le seigneur inquisiteur Barius est actuellement indisponible pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais il accordera toute attention à votre rapport dès qu'il pourra en prendre connaissance. En attendant, il a toute confiance dans votre capacité à réaliser la tâche qu'il vous a confiée. L'empereur protège. Le 4e Cadien était secoué dans ses transports chiméras, ses hommes solidement attachés, peinant toutefois à demeurer stable en raison du terrain chaotique. La progression était lente, mais la colonne blindée se força un passage à travers la forêt dense, et là où un chemin ne pouvait être tracé à coups de bulldozer, les lance-flammes des Hellhounds se chargèrent. Au moment où les gardes arrivèrent enfin, les combats avaient cessé depuis longtemps, ceux-ci prenant le relais d'espèces marines qui s'engouffraient eux toujours plus profondément dans le complexe. Les hommes s'appliquèrent ainsi à décharger les armes lourdes afin de déployer un réseau défensif autour du laboratoire, tandis que sous escorte le magos Harton s'activait lui, en commençant à analyser les données du datacore, pendant que ses serviteurs récupéraient tous les spécimens xénos survivants.
Progressant lentement dans le laboratoire, les Terminators survivants du commandant Kuln inspectaient pièce après pièce sans trouver âme qui vive, avec derrière eux les escouades tactiques de la 6e compagnie. Darak à Kuln, commandant, j'ai un signal, du mouvement à 300 mètres, j'engage l'ennemi. À la tête de ses troupes, le sergent s'ouvrit sans difficulté un chemin à l'aide de son poing tronçonneur dans ce dédale fantomatique, jusqu'à atteindre un laboratoire au centre duquel trônait une table d'opération équipée d'un ensemble d'outils servant à couper, trancher et autres macabres usages. Les murs étaient tapissés de cuves, des flacons cylindriques à l'intérieur desquels tenaient suspendus des spécimens de tyrannides. Toutefois, plusieurs d'entre eux étaient fissurés et vides. Des échantillons peuvent s'être échappés, signal à 100 mètres, continua Darak. Suivant des yeux le point lumineux au centre de son opex, celui-ci ne reculait pas, il s'approchait d'eux. Frère Nadj et Malek, ouvrez la porte ouest, Dain en arrière-garde, Zakir avec moi. Ouvrant violemment la porte devant lui, il déboucha dans un couloir noir, son armure lui indiquant un carrefour. Le signal n'était plus qu'à 60 mètres, 40 mètres, 20 mètres, toujours aucune cible, le sol métallique sous leurs pieds avait disparu, laissant place à un trou ténébreux descendant lentement dans les profondeurs. 10 mètres. L'ennemi est sous nous, avertit Darak à la dernière seconde. Et pendant que Zakir se mit à tirer une courte salve, quelque chose dans l'obscurité hurla et mourut. Il tira de nouveau, puis il eut une explosion de mouvement et il continua à canarder le couloir. Toujours plus de créatures arrivaient, ils étaient beaucoup trop nombreux. On se replie au laboratoire, ordonna-t-il à Zakir, qui recula d'un pas précis. De l'autre côté, frère Malek apparut armé de son lance-flamme et inonda la pièce de liquide surchauffé. Il perdait le contrôle de la situation. Les Genestealers arrivaient de partout, grimpant sur toutes les surfaces. Bientôt, ils furent tous recouverts de sang et de bile, tandis que vague après vague, ils venaient mourir sur eux. Quand soudain, d'autres Xénos bondirent sur le sergent depuis le plafond. Tirant ses dernières cartouches, Darak abattit le premier. Le second et le troisième lui assénat un coup puissant, en plein dans le plastron qui le fit chanceler contre le mur. En réponse, Malek l'aspergea de flammes oranges qui noircit le corps de son assaillant, sans même abîmer l'armure du sergent. Cet épisode n'avait même pas perturbé le vétéran qui reprit de nouveau. On les maintient ici. Et associant à la parole aux actes, le couloir fut bientôt rempli du fracas des bolts. Darak à Kuln, commandant, l'ennemi attaque en force, demande de renfort. Nous les retenons à... Jetant un coup d'œil au panneau de la porte, il ajouta. Laboratoire Theta 2. Kuln confirmé, sergent. Maintenez votre position. Escouade Raël, traversez le laboratoire Theta 3 et approchez du carrefour par l'est. Une fois en position, votre escouade avancera de nouveau et prendrez l'ennemi entre deux feux. Nettoyez ce secteur, puis présentez-vous. Terminé. Darak, confirmé, commandant. Terminé. Appuyant sur le verrou de son Bolter Storm, le chargeur tomba au sol dans un bruit métallique, immédiatement remplacé par un œuf. Puis, se tournant vers ses hommes, il leur dit « Tenez ces deux portes jusqu'à ce que je vous donne l'ordre d'avancer. » Les Terminators Red Scorpion, soutenus par leurs frères en armure assistée, balayèrent ainsi méthodiquement le complexe de laboratoire, pièce par pièce, détruisant à chaque fois toutes les couvées Genestealers qu'ils trouvèrent. En quelques minutes, les 3 laboratoires furent ainsi déclarés sécurisés. Et tandis que l'espèce marine et la garde impériale se mettaient en mouvement, les tyrannides eux aussi avançaient leurs pions. Au cœur de la jungle, l'esprit de la ruche les poussait à l'action. À l'insu des hommes de la 4e compagnie, leur convoi avait été repéré et les Xénos se rapprochaient d'eux. Se pensant à l'abri derrière leur champ d'énergie, ils n'avaient pas idée de ce que leur avait réservé leur ennemi. Car sur Beta Envelion 4, les tyrannides avaient fait le choix d'une évolution différente, et dans les recoins les plus sombres des marais, ils avaient commencé à évoluer pour contrer leur emprisonnement. Cela leur avait demandé du temps, mais l'esprit qui les contrôlait avait une patience infinie. Il leur avait offert le moyen de renverser le rapport de force. Un aperçu du sort qu'il réserverait à toute la galaxie. Pour pallier aux problèmes liés au combat dans l'obscurité, la 4e compagnie avait déployé plusieurs projecteurs au sol afin d'éclairer la jungle environnante. Des senseurs avaient aussi été positionnés pour alerter les hommes en cas de mouvement. Et ceux-ci affichaient désormais nombreuses signatures. Comme sorti de nulle part, un essaim de tyrannides se jetait maintenant sur la zone de confinement Beta.
L'alerte fut donc donnée, chaque garde se précipita sur son arme, sauta dans son fossé ou se cala derrière ses sacs de sable. Les fusils laser se mirent en position, tandis que les projecteurs se réajustaient, sillonnant la jungle de leurs faisceaux. Puis les mortiers commencèrent à canarder la zone, leur obus explosant dans une lumière vive, ce qui illumina une scène qui glaça le sang des défenseurs. Des nuées de gargouilles volant aux limites de la canopée pour passer juste au-dessus de la barrière d'énergie. Et en un clin d'œil, les tyrannides étaient à l'intérieur du périmètre. Armes lourdes et mitrailleuses commencèrent alors à tirer, mais trop tard, les xénos étaient déjà sur eux, se jetant sur les gardes et les massacrant à coups de griffes et de crocs. Le capitaine Riesque était sous le choc, la clôture était active mais inutile. Mais le pire était encore à venir. À l'arrière des gargouilles se tenaient d'imposants gardes tyrannides, dont les armes vivantes crachaient tant de l'acide que des micro-organismes capables de forer, même l'adamantium. Et derrière eux, ultime vision d'horreur, un tyran des ruches dont les vibrations des ailes massives faisaient trembler le sol. Dans un rugissement, celui-ci éventra 2 malheureux gardes d'un seul coup, prémisse du massacre à venir. Et en moins de 5 minutes, le capitaine Riesque vit toute sa compagnie être anéantie, et les rares survivants courent aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'au complexe de laboratoire. Mais encore une fois trop tard, car d'autres gargouilles avaient atterri derrière eux, leur coupant toute retraite. Se ressaisissant, le capitaine brandit désespérément son épée afin de rallier ses hommes en fuite, mais à peine sa main fut-elle levée qu'il sentit une balle l'atteindre en plein dans le plastron. L'impact le fit tomber au sol en expulsant tout l'air de ses poumons. Avec horreur, il vit le projectile commencer à ronger le métal, puis sa poitrine se mit à le brûler comme sous l'effet d'une forte chaleur. Il avait l'impression d'être en feu. « Enlevez-moi ça !» hurla-t-il tout en cherchant à détacher les sangles qui maintenaient la protection. Son mouvement fut cependant trop lent, car lorsque l'armure tomba, la munition avait déjà pénétré la chair. Son sang se mit alors à bouillonner dans sa gorge, jaillissant depuis son nez et sa bouche. Puis, il s'effondra en arrière, se convulsant de douleur en tentant d'hurler. Mais il ne réussit qu'à cracher davantage de sang, tordu dans une position affreuse, tandis que de petites créatures fouisseuses lui rongeaient le cœur. Sa mort fut à l'image de la bataille, un massacre méthodique, et les quelques-uns qui par chance réussirent à s'enfermer dans le laboratoire ne tardèrent pas à voir émerger les tyrannides depuis les couloirs. Le magos leva ainsi ses yeux lorsque la porte s'ouvrit brutalement. Un garde ensanglanté couvert de boue et à moitié fou de peur s'écroula à l'intérieur, l'interrompant avec fracas et le faisant prendre conscience des combats à proximité. Son étude passionnante d'un spécimen ayant capté chacune des fibres de son être. Que signifie cette intrusion ? Demanda-t-il d'une voix rauque et sifflante. Le garde bredouilla quelques mots. Attaque, débordement, mort. Soudain, la lumière s'éteignit. Les plongeant dans le noir, quelqu'un hurla et Ayrton recalibra ses yeux bioniques afin de les faire passer en infravision. Et là où un instant avant un garde se tenait, il y avait maintenant un monstre menaçant, fait de griffes et de crocs. Cherchant son pistolet laser, le technoprêtre recula lentement, mais déjà la bête l'empala contre le mur, puis le souleva jusqu'à l'approcher près d'elle. Le magos pouvait sentir son souffle froid à l'odeur âcre, voir ses yeux vides qui ne trahissaient aucune émotion, aucune intelligence. Pareil à ceux des servitors, ce n'était qu'une machine, conçue uniquement pour tuer. L'espace d'un instant, la créature le fixa, l'inspecta, puis d'un coup de griffe le trancha en deux, tout en poussant un cri strident qui, chez d'autres races, aurait pu s'apparenter à du triomphe. Notre situation sur Beta Amphelion 4 s'est fortement dégradée. Les attaques ennemies contre le premier laboratoire ayant entraîné la perte totale de la 4e compagnie de Cadian. Et cela à mon insu, car lors de mes précédentes rencontres avec les tyrannides, ceux-ci en étaient incapables. Mais aujourd'hui, ils ont démontré leur capacité à voler. Il est aussi de mon devoir de signaler que lors de cette attaque surprise, le magos biologiste Ayrton et son équipe ont eux aussi disparu. Et aucun contact n'a pu être établi depuis, que l'empereur ait donc pitié de leurs âmes. Une perte qui nuit grandement à l'objectif de cette mission, car sans lui je suis maintenant dans l'incapacité d'analyser pleinement les données récupérées. De plus, l'astropathe Zarnak me rapporte que les communications deviennent de moins en moins fiables. Sûrement en raison de l'influence grandissante de ce que l'on nomme l'esprit de la ruche.
Ces 3 événements m'ont obligé à reconsidérer ma position sur la validité de cette mission. Je n'ai pas encore donné l'ordre d'évacuer, mais j'ai fait rappeler le Céphétus en orbite afin que l'évacuation rapide puisse être envisagée. Le commandant Kuln a lui fini ses opérations de recherche et de destruction dans le laboratoire Theta, et des troupes cadiennes supplémentaires y seront déployées sous peu. En prévision de nouvelles attaques, j'ai ordonné aux Red Scorpions de retourner au complexe de commandement afin d'en renforcer les défenses. Car entre-temps, nos forces de reconnaissance ont confirmé que la présence des tyrannides s'intensifiait autour de la base. Je m'efforcerai donc de récupérer toutes les données possibles sans l'aide du Magos, jusqu'à ce qu'une évacuation ne soit inévitable. Réception impossible. Ceci est un message automatique. Le seigneur inquisiteur Barius est actuellement indisponible pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais il accordera toute attention à votre rapport dès qu'il pourra en prendre connaissance. En attendant, il a toute confiance dans votre capacité à réaliser la tâche qu'il vous a confiée. L'empereur protège. Au complexe de contrôle, les hommes de la D99 étaient à cran. Tous avaient en tête l'attaque surprise sur le laboratoire Delta. Tous savaient qu'il ne faudrait pas attendre longtemps avant de voir s'abattre sur eux un essaim de tyrannides volants. Toutefois, là encore, ils allaient être surpris. Sans avertissement, le sol sous les gardes se mit à trembler. Un instant passa, puis celui-ci s'ouvrit en grand, en laissant surgir un imposant rôdeur, une bioforme serpentine tout engriffée en croc. Le premier soldat fut ainsi projeté en l'air pour venir s'écraser juste après au sol, tandis qu'un autre explosa dans un nuage de sang. Mais très vite la stupeur des survivants laissa place à la détermination. Ils se mirent alors à tirer sous la couvée de rôdeurs qui finissaient de s'extirper du terrain. Reprenant leur sang-froid, l'un d'entre eux lança une charge de démolition dans le trou à ses pieds, qui s'effondra alors dans un bruit rauque, déchirant au passage toutes les créatures qu'il contenait. Le sentiment de triomphe passé, ils regardèrent autour d'eux. Ce n'était pas une seule attaque, et partout des rôdeurs sortaient du sol avec dans leur dos la barrière énergétique qui crépitait inutilement. Mais la D99 était familière de telles situations, et tous se regroupèrent rapidement. Les fusils laser, canons et mortiers se mirent alors à tirer, et l'attaque surprise fut rapidement repoussée dans le sang. Dans la salle de contrôle de la clôture, l'escouade du sergent Hort se canardait elle sans répit les tyrannides. Le lance-grenade du sergent ayant déjà prélevé un lourd tribut aux attaquants. Puis, tout s'arrêta. Plus aucun organisme n'émergea du sol, mais celui-ci continua toutefois à trembler avec toujours plus d'intensité, jusqu'à ce que le plancher d'acier du bâtiment ne commence à se courber, puis à se déchirer en deux, laissant apparaître les membres d'une immense créature. Un trigon se frayait avec fureur un chemin vers le haut, un monstre ophidien de la taille d'un tank. Orz recula, lui et ses hommes sortant en catastrophe du bâtiment, tout en continuant à tirer jusqu'à ce que les cellules énergétiques de leur fusil ne soient vides. Avec horreur, il entendit alors le bourdonnement familier du champ d'énergie cesser d'émettre. La clôture avait disparu, et avec elle l'assaut tyrannide, ne laissant de ces quelques heures de fureur que les cadavres du 42e détachement de la D99 et un bâtiment en feu. Contact ennemi en approche, annonça l'opérateur Vox. En réponse, les artilleurs recalibrèrent les armes et les tourelles. Tous s'activèrent, transformant la base autour du complexe en une ruche bouillonnante d'activité. Valkyrie et Voltour étaient en train d'être ravitaillés et armés pour le prochain affrontement, tandis que les sentinelles déchargeaient un balai incessant de caisses et de munitions. Malheureusement pour eux, ils aperçurent trop tard surgissant des brumes une nouvelle vague de tyrannides ailés, au centre duquel trônait une immense créature, un Aridan, un colosse de plus de 30 mètres de long, entièrement conçu pour le vol. Les canons automatiques ouvrirent alors le feu, les obus explosèrent tandis que les hommes se mettaient à couvert, canardant ce monstre avec minutie, pour voir juste après apparaître un deuxième qui s'en prit aux aéronefs encore bloqués sur le tarmac. La bête insensible aux tirs des défenseurs y perpétrait déjà une destruction aveugle. S'acharnant sur le premier, un obus bien placé finit par le faire tanguer, puis il s'écrasa sur la piste en détruisant au passage quelques Valkyries de plus. Une scène qui arracha des cris de triomphe de la part des impériaux. Encore une fois, l'assaut était terminé. Celui-ci en était aussi rapide que fugace, en ne laissant derrière lui que des gardes exsangues et un terrain d'atterrissage désormais
entièrement ravagée. La barrière de confinement protégeant le complexe de contrôle a été détruite. Je dois maintenant ordonner l'évacuation de mes forces survivantes de cette lune. Il n'y a plus aucun intérêt à y rester. Je vais regrouper les hommes restants au complexe jusqu'à ce que le Céphéstouz soit en position ou que les croiseurs inquisitoriaux promis ne soient arrivés. Il me faudra rassembler toutes mes ressources si je souhaite tenir jusqu'à leur arrivée. Les missions de recherche et de destruction réalisées par le commandant Coul n'étaient terminées, mais la situation sur le terrain avait changé elle aussi. La perte du laboratoire Delta et du Magos ayant invalidé une grande partie du plan. Ayant reçu l'ordre de se retirer au complexe de contrôle, Coul ne remonta alors rapidement à bord de son Thunderhawk. Traversant l'atmosphère enténébrée de ce monde, l'équipage se retrouva soudainement à traverser d'épais nuages sombres et emmêlés, qui se révélèrent être des milliers de spores mines dérivants, pareils à de gros ballons fétides, remplis d'acide et prêts à exploser. Le premier toucha l'appareil qui fut ainsi secoué, attirant inévitablement tous les autres. Le pilote essaya bien d'incliner son véhicule pour piquer hors des nuages, mais les longues tentacules des spores claquaient déjà contre le nez et le pare-brise de l'appareil. Le Thunderhawk était leur proie, et poussé par une force inconnue, les spores se mettent alors à le poursuivre tout en explosant toujours plus près de lui. Sur ses radars, les opérateurs du centre de contrôle suivaient des yeux le déroulement de la scène jusqu'à recevoir un appel de détresse. Un message brouillé et crépitant. Le Thunderhawk avait été gravement endommagé, le forçant à atterrir en catastrophe dans la jungle. Il y a peu de chances qu'il y ait des survivants à un tel crash et envoyer davantage d'hommes à leur recherche serait les condamner eux aussi à la mort. C'est une mission insensée que je n'autoriserai pas. Notre priorité doit être notre survie, jusqu'à notre évacuation. Nous devons mener à bien notre mission. L'apothicaire Raël lança un regard noir à l'inquisiteur qui lui barrait la route. Nous ne laisserons pas nos frères pourrir ici. Morts ou vifs, ils doivent retourner au chapitre et lui donner ce qui lui est dû. Grogna-t-il en réponse avant que l'inquisiteur ne puisse répondre, il remit son casque en place. Cette mission est sous mon commandement. Vous et vos frères êtes sous mon autorité. Le pouvoir de l'empereur m'appartient. Oseriez-vous contredire la parole d'un inquisiteur ? L'avertit Locke. L'apothicaire l'ignora tout simplement et ouvrit un canal de communication interne. Esquadrael et Avna, avec moi. La discussion était close. Vous et votre chapitre n'avez pas fini d'entendre parler de cette insubordination. La porte blindée se referma en même temps que l'inquisiteur cracha ces mots. Les hommes de l'apothicaire Raël rejoignirent en ordre leur véhicule et montèrent à bord. La balise de localisation du Thunderhawk émettait un faible signal, mais il était suffisant pour les guider. Et Razorback et Rhino s'enfoncèrent ainsi dans la jungle. Les moteurs surchauffés fumaient tandis que l'eau et la boue se dissipaient. Après la violence de l'impact, tout était redevenu calme et immobile. Lentement, une porte s'ouvrit, laissant sortir l'espèce marine qui avait survécu à l'atterrissage d'urgence. L'épais blindage de l'aéronef ayant encaissé le plus gros du choc, mais il était maintenant tordu et déchiré. Les survivantes émergèrent ainsi dans une jungle sombre et menaçante, où chaque arbre avait l'air d'être mort et tordu. Mais il était en réalité recouvert d'épines acérées. En y regardant de plus près, on pouvait voir émerger d'énormes biostructures tyrannides qui, pareilles à des tours, projetaient paresseusement des nuages de spores dans l'air. La jungle elle-même était en pleine mutation, leur étrange biologie perverse envahissant toute la lune et la faisant évoluer pour suivre leurs propres besoins. Huln ordonna immédiatement que l'on brûle cette végétation à l'aide d'un lance-flamme, tandis que l'équipage activait une balise de détresse, unique moyen de communiquer avec leurs frères, leur radio étant maintenant plus qu'un amas de câbles et de fusibles grillés. D'autres frères s'efforcèrent eux de dégager le Dreadnought, le frère Allard des décombres. Huln le savait, les tyrannides ne tarderaient pas à arriver. 15 Space Marines et un Dreadnought ne pouvaient espérer survivre à une telle infestation tyrannide. Il leur fallait tenir le temps nécessaire à l'arrivée de renforts. Et dans cette optique, tous se mirent à récupérer ce qu'ils pouvaient des décombres. Le voyage de 10 km ne devait pas être long.
Mais le terrain recouvert d'une épaisse végétation rendait le trajet difficile. Malgré cela, le convoi de l'apothicaire Raël fonçait à vive allure à travers les sous-bois, s'y traçant un chemin furieux. À moins de 5 km de l'arrivée, l'écran de contrôle de son Rhino affichait désormais la présence de nombreuses cibles juste devant lui, avec toujours aucune communication du Thunderhawk ou du commandant Kuln. La troupe s'engageait ainsi avec certitude dans un combat, sans savoir s'il y aurait ou non des rescapés du crash. Sur le lieu du crash, le commandant Kuln, le frère Allard et leurs hommes étaient encerclés. Les tyrannides n'avaient pas tardé à les trouver. D'abord prudent, l'assaut allait devenir beaucoup plus brutal, Kuln le savait. Vérifiant une dernière fois son compteur de munitions, il se fit la réflexion que cela ne serait pas suffisant. Même s'il savait qu'il détruirait à main nue s'il le fallait autant de tyrannides que possible, le nombre aurait sûrement raison d'eux. Mais après 200 ans de service, il ne s'inquiétait pas de rejoindre l'empereur, car il ne craignait pas la mort. Il l'accueillait même avec joie. À sa droite, un bolter retentit, une rafale de tir qui déchira les broussailles. Bientôt suivi du fracas des explosions, sa dernière bataille avait commencé. Il vit ainsi frère Allard enclencher son canon d'inferno qui lança un jet ardent de prométhium dans la jungle, transformant les guns présents en des carcasses noircies. Le Dwynut avança ensuite, son point énergétique écrasant sans effort les survivants. Mais derrière eux, l'ombre d'une créature bien plus imposante émergea. Immense et puissante, armée de 4 longues griffes sortant d'un torse trapu et hideux, le Carnifex rugit de défi et chargea. L'impact soudain de ces 2 léviathans fit trembler le sol, les griffes de la bête s'abattant sur frère Allard en lui arrachant d'épaisses plaques de blindage. Mais le Dwynut résista et attrapa l'une de ses griffes, la projetant violemment en arrière, en retirant ainsi le membre entier. Le Carnifex tituba, cracha un mélange de sang et d'ichor de sa blessure et se jeta de nouveau au combat, pour y être accueilli par le point énergétique du Space Marine, qui lui brisa les os et fendit sa carapace. Un coup qui aurait stoppé un char de combat, mais la créature ne mourut pas. Bien au contraire, elle rattaqua de plus belle, sectionnant son canon d'inferno qui explosa dans une boule de feu. Inconscients de la scène, les 2 immenses machines de guerre continuèrent de se battre, de frapper tandis que le brasier les engloutissait complètement. Le commandant Kuln ne pouvait voir le choc titanesque de l'adamantium contre la chair xéno. Tous 2 étaient maintenant mortellement blessés et en feu, mais il était impuissant face à cette scène, car déjà de nouvelles vagues de tyrannides émergeaient de la jungle. Frère Allard savait que ces systèmes subissaient désormais des défaillances en série. Ses réactions ralentissaient et son complexe système de survie commençait à lui faire défaut. Mais il le sentait aussi, la bête en face de lui était dans le même cas. Il se mit alors à la canarder de nouveau, ce qui incita la créature à lui foncer dessus. Et dans un dernier geste de défi, celle-ci planta sa griffe directement dans son sarcophage. La lame dentelée s'enfonça profondément dans ses entrailles. Empalé, frère Allard s'écroula alors directement sur elle, usant de son poids propre pour la plaquer au sol, la piégeant dans une étreinte mortelle. L'honorable frère venait de mourir, et Kuln sentit qu'il ne tarderait pas à le rejoindre. Je vous écris maintenant avec la plus grande urgence. Notre situation empirant d'heure en heure. Il est clair maintenant que la menace tyrannide est bien plus grande que ce que l'on avait imaginé. Avec seulement quelques échantillons, la Lune est désormais infestée de toutes sortes de tyrannides. Le commandant Kuln est lui hors de contact. Son Thunderhawk s'est écrasé dans la jungle après y avoir été abattu. Contre mes ordres, une mission de sauvetage a été lancée et j'ai peu d'espoir qu'il y ait des survivants à cette folie. La zone du laboratoire Alpha a elle aussi été attaquée. La garnison cadienne y étant maintenant encerclée et ne peut s'échapper. Je n'ai plus aucune force de secours à leur envoyer, la plupart de mes Vultures et Valkyries ayant été anéantis. Le reste de mes hommes étant lui bloqué au complexe de contrôle. Et pour couronner le tout, je viens de recevoir un message du capitaine du Céphéstoos m'indiquant qu'il avait reçu de nouveaux ordres émanant d'une autorité supérieure à la mienne. Ma demande d'évacuation devra donc attendre. Il aura lui aussi à faire face à la colère de l'Inquisition pour son incompétence. Mais en attendant, je vous prie instamment de me communiquer les nouvelles concernant ces renforts promis. Nombreux signaux détectés, Seigneur, rapporta gravement le garde qui scrutait son écran de contrôle.
Locke savait ce qui allait arriver. Là-bas dans la jungle, les tyrannides se rassemblaient et bientôt ils se jetteraient sur eux. Leur aide ayant déjà affaibli leur défense, mais elle tenait encore bon. Celui qui avait donné de nouvelles instructions aux Héphaïstos avait là commis une terrible faute, et s'il s'échappait de ce piège mortel, il s'arrangerait pour qu'il prenne toute la mesure de son erreur. Mais pour l'instant, il fallait encore survivre. La moitié de la D-99 avait été éliminée, et l'espèce marine lui avait désobéi pour suivre leur propre objectif. Une autre affaire qui nécessiterait des sanctions. Les Cadiens avaient eux aussi subi de lourdes pertes, et au total ses forces ne comptaient plus que 300 hommes. Un chiffre faible qui devait toutefois réussir cet exploit. Le coupant dans ses pensées, il entendit les coups de feu, le claquement clair des tirs de fusil laser et le grondement sourd des tourelles de défense. L'ennemi était à leur porte. L'inquisiteur Locke braqua son pistolet bolter et visa soigneusement la jungle autour de lui jusqu'à voir émerger la tête d'un Gaunt. Pressant la détente, il sentit le lourd recul de l'arme dans sa main et vit le visage du Xéno exploser. Un de moins, se dit-il. Mais vague après vague, toujours plus de tyrannides se jetaient sur les défenseurs et les gardes peinaient déjà à les contenir, alors qu'ils n'étaient que l'avant-garde visant à tester leur défense. Les Élysiens se battaient avec bravoure, certains bondissant même couteau à la main contre les tyrannides, une témérité qu'ils n'avaient encore jamais vue de la part d'un garde. Mais cela fonctionnait. Tout autour, les armes lourdes cadiennes se mirent à ouvrir le feu, illuminant le ciel des éclats des obus et des bolts. Tuant et tuant encore, mais ne réussissant pas à arrêter l'ennemi. Ils continuaient eux à avancer, toujours plus nombreux. Locke pouvait maintenant apercevoir les silhouettes menaçantes des créatures plus imposantes, telles que les guerriers tyrannides et même un tyran des ruches. Courant se mettre à couvert, l'inquisiteur sauta dans une fosse d'armes recouverte de sacs de sable située à proximité pour y retrouver l'équipage mort, leur bolter lourd sifflant encore en partie fondu sous l'effet d'un venin corrosif qui l'avait éclaboussé. Les deux artilleurs n'étaient eux plus qu'une masse d'entrailles et d'os rongés, un ignoble spectacle d'une puanteur écœurante. À sa gauche, il vit un Elrond pivoter lentement sa tourelle et inonder de flammes oranges la jungle environnante, y formant un véritable mur de feu, dont émergea une créature de 6 mètres de haut, tout en serre en défense et en griffes, qui fonça tête baissée sur le tank, le couchant sur le côté tout en l'éventrant. Ce mastodonte semblait à première vue être invincible. S'arrachant de cette contemplation, il ordonna aux survivants de se replier vers le bâtiment sans quitter des yeux cette bête. C'était un hirondule, se rappela Locke, tandis qu'il rassemblait tant bien que mal un petit groupe de survivants, et il fonçait, droit vers eux. S'armant de courage, il se mit à lui tirer dessus sans plus de résultat. Puis il dégaina son épée énergétique et activa du pouce le minuscule générateur de champ situé dans la pomme, et l'arme se mit alors à vibrer et crépiter de puissance. « Avec moi !» ordonna-t-il aux gardes autour de lui tout en se préparant à charger. Ce faisant, la créature tituba sous l'impact, un canon laser venait de fendre l'obscurité omniprésente pour venir la frapper, la faisant même rugir de douleur. Au loin, il vit d'où venait ce tir. Un Razorback s'approchait d'eux, sa tourelle braquée sur le monstre devant lui. Puis il se mit de nouveau à faire feu, transformant la bête en une carcasse fumante. Saisissant sa chance, Locke bondit et enfonça son épée énergétique pointe la première dans la tête du Léviathan blessé, afin de lui donner le coup de grâce. Les Red Scorpions venaient de les sauver, sous la forme d'une colonne de transport blindée qui déboula dans le périmètre, y débarquant l'espèce marine avec le commandant Khuln à leur tête, une force qui renversa facilement le cours de la bataille, rejetant les tyrannides dans la jungle à proximité. L'arrivée opportune des Astartes ayant offert aux défenseurs un répit salvateur. Les Xénos avaient été repoussés, du moins pour le moment. Mon autorité remplace désormais la vôtre, Seigneur Inquisiteur. Le commandant Khuln se tenait sur la rampe de son Thunderhawk, avec derrière lui un autre aéronef qui soulevait lentement 2 Razorbacks à l'aide de ses pinces de chargement. Ultime témoignage du départ des Red Scorpions de ce monde. J'ai reçu l'ordre d'évacuer. La situation ici signifie que mes priorités ont changé. Mes hommes ne sont plus sous vos ordres. Nous ne sommes pas des atouts remplaçables, dit-il d'une voix qui ne trahissait aucune émotion. C'est une trahison, commandant. Nous avons une mission à finir d'accomplir ici. Je suis l'unique détenteur de l'autorité de l'empereur. Je suis porteur d'un mandat inquisitorial. Ne tentez pas une telle folie, sinon le conclave de Harran sera informé et vous et votre chapitre subirez les pires châtiments. Au nom de l'empereur, j'ordonne à vos hommes de rester ici.
Votre mission est sans importance, déclara Coulne et sans se retourner, il remonta la rampe. Impuissant, Locke la regarda se refermer brutalement et avec elle ses chances de survie. Il avait été trahi, il le savait maintenant. On l'avait sacrifié sur ce monde, mais pourquoi? Il ne lui restait plus qu'à rédiger une dernière entrée dans son journal, en espérant que l'astropathe Zarnek puisse l'envoyer, malgré l'ombre dans le warp qui grandissait chaque jour. Le conclave devait être averti, afin qu'il puisse être correctement vengé. Alors qu'il terminait de dicter son message, l'inquisiteur Locke entendit au loin les bruits de coups de feu, les tyrannides attaquaient de nouveau. Il demeurait toutefois un inquisiteur de l'ordre Xeno, son devoir était de purger la galaxie de toute menace extraterrestre, et il le ferait jusqu'à son dernier souffle. Tirant son épée énergétique, il termina. Signait le message en ajoutant « Mort au Xeno ». À l'extérieur, le brouillard s'était accumulé, donnant à la bataille à venir une atmosphère étrange, surréaliste et détachée. Des gardes équipés de respirateurs émergeaient de l'épaisse couverture blanche telle des fantômes, tandis que des faisceaux de projecteurs se reflétaient sur ce mur couleur crème que des tirs de laser faisaient briller d'un éclat rougeâtre. Une légère sensation de brûlure dans sa gorge résultant de l'ammoniaque l'arracha de sa rêverie et il remit son casque en place. On avait besoin de lui ici. Au loin, une nouvelle charge d'Ormagont bondissant des sous-bois à une vitesse phénoménale pour y être décimé par des gardes retranchés. Participant au carnage, il se mit à viser les survivants dont quelques tirs bien ajustés réduisit le nombre à 0. Derrière ces petites créatures, des guerriers tyrannides surgissaient eux aussi de la jungle, perchés sur leurs jambes arrière et dominant d'une tête élégante. Plus loin encore, quelque chose de massif et lourd sortait de la végétation. Ses pas faisaient trembler le sol. Un hiérophante s'approchait d'eux. Dominant les arbres sur ses longues pattes épineuses, il put voir sa tête hideuse couverte de crocs et ses mandibules luisantes d'une bile acide. Comment ce Léviathan avait-il pu demeurer invisible durant tout ce temps, se dit-il. Feu, visez le biotitan, ordonna-t-il toutefois tant pour lui que pour les gardes à proximité. Leurs projectiles ricochèrent sur sa carapace, mais un tir chanceux de canon laser projeta un énorme morceau de chitine qui arracha un sourire à l'inquisiteur. Il n'était donc pas invulnérable. La bête se mit alors à rugir et se fraya un chemin vers eux. Locke se cacha derrière des sacs de sable et porta sa main à sa ceinture pour y sortir 6 grenades crack qu'il y a entre elles. Dégainant de nouveau son épée énergétique, il se prépara à un dernier effort héroïque. Plus elle se rapprochait, plus il se rendait compte de sa taille réelle, jusqu'à ce qu'elle lui passe au-dessus sans même s'en apercevoir, lui laissant le loisir de l'observer de près. Un visage hideux, une gueule bavante de poison et des nuages de spores qui jaillissaient de sa blessure ventrale. S'armant de ce qui lui restait de courage, il se releva d'un bond et se jeta sur elle. Mais il fut accueilli par des brilles filandreuses qui émergèrent de son ventre. Des crochets barbelés qui parât avec difficulté, ceci le faisant même reculer. Heureusement pour lui, un autre impact ébranla le mastodonte qui secoua la créature et fit pleuvoir sur l'inquisiteur un jet de sang anticorps si corrosif que son armure se mit à grésiller. On venait de lui offrir la fenêtre d'opportunité qu'il recherchait. Saisissant le paquet de grenades avec ses dernières forces, il les fourra entre les 2 plaques de chitine, tout en étant de nouveau projeté dans l'air par l'une des vibrilles. Blessé, Locke s'effondra, étalé dans la boue, tentant bien de ramper mais en vain. Mais il pouvait toutefois contempler un spectacle qui lui réchauffa l'âme. L'explosion de l'immense créature dont le ventre massif ne déversait désormais plus que des entrailles et de la bile, et dont les jambes commencèrent à flancher. Puis la bête tomba lourdement au sol, le monstre n'était plus. Épuisé et souffrant atrocement, Locke gisait dans la boue, le regard fixé sur le ciel, sa magnifique armure finement ornée, déchirée, rongée par endroits par l'acide. Son casque lui avait été arraché, son corps n'était plus qu'une ruine fumante. Tentant de se relever de nouveau, 2 Cadiens accoururent pour l'aider, et grâce à eux il réussit à se tenir debout. Baissant les yeux, il rechercha son épée. Il n'avait plus la force de la manier, mais elle pouvait encore servir d'accessoire. « Seigneur » demanda un garde. Locke leva la tête. Les 2 hommes regardaient au-delà de lui, vers le ciel, et il osa espérer. Le vaisseau de sauvetage arrivait-il? Avec les renforts, allait-il finalement s'en sortir? Douloureusement, l'inquisiteur tourna la tête. 2 autres biotitans approchaient. Locke fut stupéfait. L'esprit de la ruche était développé si vite et avec tellement de force. Tout cela ne résultait que de quelques échantillons. Croire que l'on puisse dompter une telle force était une erreur. On ne soumet pas le chasseur sans devenir sa proie.
Ils allaient tous mourir, car telle était l'horrible vérité. Les tyrannides étaient invincibles, il ne pouvait y avoir de victoire pour l'Imperium dans cette guerre. Dans ces derniers instants, tandis que les biotitans ennemis s'approchaient, Locke ressentit un désespoir glaçant. Sa force était à l'image de l'humanité tout entière, et comme elle serait inévitablement balayée. La première attaque tyrannide a été repoussée de justesse, les pertes sont à nouveau très lourdes et ma force est réduite à moins de 120 hommes. Je n'ai toujours aucun contact avec le Héphaïstos, malgré mes nombreuses tentatives pour le joindre. Sa trahison n'a donc aucune limite. Tandis que je vous dicte ces lignes, nous avons été abandonnés à notre sort. Sous les ordres de qui? Pour quelle raison? Je l'ignore. Combien de temps pourrons-nous tenir? Je ne peux le dire. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Fût-il durant des heures ou des jours, peu m'importe en somme. Car sans assistance, notre mort est désormais certaine. J'entends des tirs. Ils reviennent. Ce sera donc ma dernière entrée dans le journal. Que l'empereur sache que j'ai été son plus fidèle serviteur jusqu'à mon dernier souffle. Mort au Xéno. C'est avec satisfaction que j'ai signé les ordres d'Exterminatus de Beta en Félion 4, l'installation étant désormais inutile vis-à-vis des objectifs pour lesquels elle a été créée. Les expériences visant à inverser les traits évolutifs des tyrannides ayant viré au fiasco. Il m'est donc revenu la lourde tâche de fermer et de purger cette base, mais au lieu de cela, j'ai souhaité tirer parti de cet échec. Mon agent sur Beta en Félion 4 a alors saboté les clôtures de confinement, exposant ainsi tout le personnel aux tyrannides et fournissant un terrain d'essai parfait pour notre projet en Félion. Le sacrifice de la garnison de 1500 hommes n'ayant été qu'une étape nécessaire pour atteindre un objectif bien plus ambitieux. Un prix modique à payer dans la guerre de survie que doit livrer l'humanité. Et la disparition de l'inquiéteur Solomon Locke n'a été qu'un bonus supplémentaire. Un rival politique potentiel que je pense être un dangereux puritain aux idées arrêtées. Sa mort servira à l'empereur et nos intérêts. De plus, les forces que j'ai sélectionnées pour cette mission m'ont fourni toutes les données nécessaires pour passer à la phase suivante du projet en Félion. Les échantillons et données des glandes progénoïdes que j'ai demandées et reçues du chapitre des Red Scorpions ont été analysés en détail, compte tenu de l'excellente performance de la force de frappe pendant le projet. Je pense que le patrimoine génétique du chapitre est parfaitement adapté pour servir de base à notre nouvelle fondation, son patrimoine génétique conservant 94% des fonctions des zygotes, et mon biologiste ne se préoccupe que de réguler les glandes de Becher hyperactives et de trouver le moyen d'adapter l'activité de l'homophagia au futur rôle de ce nouveau chapitre. Grâce aux Red Scorpions, nous pourrions créer des espèces marines capables de résister à l'esprit de la ruche, car je demeure convaincu que de nouveaux Astartes constituent notre meilleur rempart contre ces xénos. Les rapports sur le détachement D99 sont eux aussi encourageants. Mes méthodes expérimentales visant à créer de meilleurs gardes ont démontré leur efficacité sur cette lune. Et avec de tels régiments à notre disposition, nous pourrions lancer une croisade pour reconquérir les mondes perdus et mettre un terme à l'expansion des tyrannides. Car telle est notre mission sacrée, et rien ne nous empêchera de la réaliser. Le seigneur inquisiteur Varius a été placé sous enquête par l'Ordo Recticus, celui-ci étant soupçonné d'avoir outrepassé son mandat inquisitorial concernant le projet en Félion. D'autres enquêtes vont devoir être menées sur les actions des Red Scorpions sur cet astre, les méthodes douteuses de Varius représentant une menace à la stabilité du règne de l'empereur, et nous ne pouvons les tolérer que tant qu'il continue d'obtenir de si bons résultats contre les flottes russes tyrannides. Pour l'instant, ces recherches restent nécessaires, mais il demeure désormais étroitement surveillé afin de connaître son réseau. Par prudence, une demande a été faite au temple Calidus de l'Officio Assassinorium, et il ne reste plus qu'à la signer pour mettre fin à son existence. Ainsi, il ne demeurera en vie que le temps où il sera utile à notre impérium bien-aimé. Merci d'avoir regardé cet épisode en espérant qu'il vous aura plu. Merci aux tipeurs, aux abonnés et à tous ceux qui participent à la vie de cette chaîne. La suite, très bientôt.